En Libye, l'émissaire de l'ONU Ghassan Salamé a mis en garde ce jeudi contre un embrasement généralisé. Selon le diplomate onusien, l'offensive sur Tripoli a été encouragée par des divisions internationales. L'ONG Médecins sans frontières a mis en garde jeudi contre la malnutrition qui frappe les réfugiés dans le sud de l'Éthiopie. Dans cette localité, près d'1 million de personnes vivent dans des conditions sordides. En République centrafricaine, les autorités ont procédé au lancement d'une nouvelle technologie agricole. Marie-Hubert Djamani, notre correspondant dans la région, nous la fera découvrir. Ainsi se présente le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En Libye, l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, a mis en garde ce jeudi contre un embrasement généralisé après le lancement par le maréchal Khalifa Haftar d'une offensive sur Tripoli. Selon le diplomate onusien, cette offensive a été encouragée par les divisions internationales. Reportage. Dans un entretien exclusif accordé à l'agence France Presse à Tripoli, Ghassan Salamé a estimé que l'offensive lancée le 4 avril dernier par l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale avait abouti à une impasse militaire. L'émissaire de l'ONU qui a estimé que cette offensive a été encouragée par les divisions internationales a mis en garde contre un embrasement généralisé en Libye. Selon lui, ces divisions internationales existaient avant l'attaque et elles ont encouragé le maréchal Khalifa Haftar à se lancer à la conquête de Tripoli. À la demande de l'Allemagne, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une nouvelle réunion à huis clos ce jeudi pour étudier le chemin à suivre face à la crise libyenne. Cette réunion intervient après l'échec d'un projet de résolution soumis par Londres et qui réclamait un cessez-le-feu. Depuis le 4 avril dernier, au moins 205 personnes ont été tuées et 913 blessées selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation internationale pour les migrations a, elle, fait état mercredi de 25 000 déplacés. Mercredi, le département des affaires humanitaires de l'ONU a annoncé le déblocage de 2 millions de dollars pour une aide humanitaire d'urgence à destination des civils pris au piège dans les combats. Les Égyptiens se prononceront du 20 au 22 avril prochain sur des amendements à la Constitution en vue notamment de prolonger la présidence d'Abdel Fattah el-Sisi. Cette réforme est vivement critiquée par les détracteurs du chef de l'État qui pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2030. Le mandat du président durera 6 ans et comme il a été élu en 2018, il sera autorisé à se présenter pour un nouveau mandat. Le référendum pour les citoyens résidents hors d'Égypte aura lieu les vendredis 19, samedi 20 et dimanche 21 avril. Le référendum aura lieu en Égypte les samedis 20, dimanche 21 et lundi 22 avril. Cette annonce intervient au lendemain du vote au Parlement à une écrasante majorité de 531 voix sur 554 votants en faveur d'une série d'amendements constitutionnels, dont celui sur la prolongation du mandat présidentiel. 22 élus ont voté contre ou se sont abstenus. La Constitution de 2014 en vigueur limite la présidence à 2 mandats consécutifs de 4 ans. Je suis fermement opposé aux amendements constitutionnels car ils vont consolider le pouvoir militaire et autoritaire. Ce n'est pas raisonnable d'être différent du monde civilisé où le président est au pouvoir pour 4, 5 ans et peut être réélu pour un autre mandat, puis un autre prend sa place. Outre la durée du mandat présidentiel, la révision constitutionnelle doit aussi accroître le contrôle du pouvoir judiciaire par l'exécutif et institutionnaliser le rôle politique de l'armée, pilier du régime. Les ONG et les opposants dénoncent la réforme constitutionnelle, accusant régulièrement Sisi de graves violations des droits humains, comme la torture, les disparitions forcées, le record d'exécutions capitales, l'emprisonnement d'opposants ou le musellement de la presse. Le chef de l'opposition au Soudan du Sud demande un report de 6 mois pour la formation d'un gouvernement d'unité. Riek Machar, puisque c'est de lui qu'il s'agit, estime que les conditions de sécurité ne permettent pas son retour dans la capitale Djouba pour y participer. C'est ce qu'a indiqué mardi un responsable de son parti. Les précisions.
Après la signature d'un accord de paix en septembre dernier, Riek Machar, redevenu vice-président, devait retourner au Soudan du Sud dès le 12 mai prochain pour participer à un gouvernement d'unité et partager le pouvoir avec le président Salva Kiir. Cet accord est le dernier effort en date pour mettre fin à 6 années de conflit armé entre les deux hommes qui ont précipité leur pays dans une très violente guerre civile. Nous demandons de reporter la date de 6 mois, a déclaré pour Kang Chol, représentant du groupe rebelle SPLM-IO de Machar au Comité national de pré-transition, l'organe chargé de mettre en œuvre l'accord de paix. Machar ne viendra pas à Juba sans accord sécuritaire, a poursuivi pour Kang Chol. Machar avait fui Juba en 2016 sous les tirs de l'armée de Salva Kiir après l'échec de précédents accords de paix qui avaient entraîné de violents affrontements entre leurs forces. Le dernier accord a fortement réduit les affrontements armés, mais les étapes déterminantes de la formation d'une armée unifiée et du contrôle sécuritaire de la capitale sont toujours à concrétiser. Des retards soulignés vendredi par la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix, une émanation du bloc régional IGAD, très impliqué dans la crise au Soudan du Sud. Plus jeune pays au monde, le Soudan du Sud, majoritairement chrétien, a obtenu son indépendance du Soudan en 2001 après 22 ans de conflit. Point de la situation au Bénin, l'ancien président Boni Yayi était face à la presse ce jeudi. Au cours donc de cette sortie médiatique, le président d'honneur du parti Foscori pour un Bénin émergent s'est prononcé sur la situation politique du pays. Il remet en cause la légitimité des élections législatives du 28 avril prochain et appelle à un sursaut au processus. Suivons ici un extrait de sa sortie. J'ai espéré que tous les gémissements et cris de cœur poussés dans le pays feraient entendre raison au président de la République. J'ai cru que tous les efforts fournis par la communauté internationale allaient convaincre le chef de l'État du risque encouru en optant pour des élections législatives sans la participation de tous les partis politiques qui le désirent et qui, au demeurant, ont accompli les diligences nécessaires. J'ai espéré enfin que la profession de foi du président Patrice Talon de vouloir faire participer tous les partis politiques et l'assurance qu'il a donnée aux différentes délégations ayant séjourné dans notre pays dans le cadre de ces élections était véritablement sincère. Hélas, il n'en a pas été ainsi. On gouverne pour le peuple. Tout parlement qui découlerait de ces élections ne peut aboutir qu'à une instabilité institutionnelle chronique dans notre pays. En tant qu'aîné, ancien président de la République et citoyen de ce pays, il me plaît de dire au président Patrice Talon qu'il n'est pas dans la bonne direction. J'en suis profondément convaincu. Je l'invite à prendre toute la mesure de la gravité de la présente situation, qui ne nous honore guère, et à arrêter le processus électoral en cours. Il ne saurait y avoir d'élections législatives au pays de Béanzé, Kaba, Bioguera, sans l'opposition. Toujours au Bénin, nous l'avons évoqué hier, le journaliste économiste Casimir Pedjo, directeur de publication du journal Nouvelle Économie, a été interpellé par la police républicaine et gardé à vue. Son avocat ici intervient donc sur les détails, les dernières informations relatives donc à cette interpellation. Nous le suivons au micro de notre rédaction. J'étais surpris quand je me rendais à la brigade. J'ai pensé que les faits pour lesquels il avait été interpellé, sinon il a été interpellé, n'étaient pas en rapport avec l'exercice de sa profession de journaliste. Malheureusement, je confirme que ce sont des faits qui sont en rapport avec son activité de journaliste. Donc, ce sont des articles de journaux qui sont en cause. Il a été interpellé à son domicile pendant qu'il était avec sa famille. Je regrette qu'il ait été interpellé sans même qu'au préalable, on lui ait donné la chance
de prouver sa bonne foi. M. Kazmik Pedjo est un journaliste bien connu de la place, qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Il aurait fallu, pour le respect des droits de la défense, et en raison de ce que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'une condamnation puisse établir sa culpabilité, il aurait été plus simple de lui adresser au moins une toute petite convocation à une date à laquelle il aurait pu se présenter. C'est dommage, mais le mal est déjà fait. L'enquête se poursuit. Il a été auditionné, sa garde à vue lui a été notifiée, sauf s'il y a de nouveaux éléments qui nécessitent la prolongation de la garde à vue. En principe, quand l'enquête est terminée, on doit le présenter automatiquement au procureur de la République. Donc, a priori, demain, il devait être présenté au procureur de la République qui va décider soit d'un classement sans suite, d'une poursuite avec convocation ou d'une poursuite avec un mandat de dépôt. Une interpellation qui intervient alors que le Bénin perd 12 places dans le dernier classement de Reporters sans frontières. L'ONG Médecins sans frontières, là, nous sommes en Éthiopie, a mis en garde contre la malnutrition qui frappe des réfugiés dans le sud de l'Éthiopie. Dans cette localité, près d'1 million de personnes qui ont fui des violences ethniques vivent dans des camps de réfugiés dans des conditions sordides. Reportage. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières, qui a soigné plus de 200 enfants atteints de malnutrition sévère au cours des 2 dernières semaines à Gédéo, dans le sud de l'Éthiopie, a mis en garde contre la malnutrition qui frappe des réfugiés dans cette région. La situation dans ces camps est désastreuse, tant pour l'hébergement que pour l'eau et l'hygiène. Selon l'ONG qui a lancé un appel à l'aide avant le début de la saison des pluies dans les prochaines semaines, la situation pourrait tourner à la catastrophe. Dans les régions de Guidi et de Gédéo, un vieux conflit foncier a débouché en avril 2018 sur des affrontements ethniques qui ont forcé près d'1 million de personnes à fuir leur foyer. La situation s'était apaisée et une partie des déplacés étaient rentrés chez eux dans ces régions productrices de café lorsqu'une nouvelle poussée de violence en mars dernier les a de nouveau chassés de leur foyer vers des camps surpeuplés. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, arrivé au pouvoir en avril 2018, après plus de 2 années de manifestations antigouvernementales, a lancé des réformes rapides et spectaculaires. Mais son début de mandat a également été marqué par un regain de violence ethnique qui ont forcé 1,8 million de personnes à quitter leur foyer dans le sud et dans l'ouest du pays. En République centrafricaine, les autorités ont procédé au lancement d'une nouvelle technologie agricole. Celle-ci a été mise au point par les techniciens de la firme chinoise Junaco. De quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse avec notre correspondant en Centrafrique, Hubert-Marie Djamani. Faire pousser des champignons en 1 semaine sur la base des herbes qui peuvent aussi constituer des aliments pour l'élevage, c'est le nouveau procédé que les autorités centrafricaines veulent vulgariser dans le pays. Je reste convaincu que les efforts que nous déploierons ensemble dans le cadre du transfert de la technologie Junkao permettront de faire des progrès significatifs vers l'atteinte des objectifs de développement durable en République centrafricaine. Cette nouvelle technologie agricole a été mise au point par les techniciens de la firme chinoise Junkao. Avec ce procédé innovant, on investit peu et on récolte beaucoup avec des effets rapides. Aujourd'hui, sous votre haut patronage, Monsieur le Président, le projet de Junkao est entré officiellement en République centrafricaine. La Chine voudrait ainsi, toujours aux côtés de la Centrafrique, dans l'esprit de construire une communauté de destin Chine-Centrafrique pour aider la RCA par les actions concrètes et pragmatiques. En cherchant à vulgariser la méthode Junkao pour la culture du champignon, les autorités centrafricaines veulent relancer l'agriculture sur une nouvelle voie. Ceci afin de leur permettre de contribuer efficacement à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de la sécurité alimentaire, la création d'emplois, tout en préservant l'équilibre écologique.
C'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie de Sika.